Bonsoir, c'est la rentrée ce soir est consacrée à un musée dont on n'a jamais autant parlé depuis qu'il est fermé. Une fermeture pour cause de rénovation. Malgré cette fermeture, depuis plusieurs mois, il est visité par des visiteurs étranges, les visiteurs 3 notamment. Il s'agit bien sûr de l'hôtel de Groesbeek de Croix qui se fait appeler également aujourd'hui le musée des arts décoratifs et qu'on pourrait appeler aussi Groesbeek Cinecittà, la cité du cinéma. On va en parler et on va en parler avec Fabrice Gillot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur et conservateur du musée. Vous êtes aussi, attention, il faut prendre sa respiration, docteur en histoire de l'art et archéologie, spécialisé dans les arts décoratifs et dans la pédagogie de l'art. Magnifique. Fabrice Gillot, pour commencer, j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi ce musée qui a été racheté par la ville de Namur il y a 80 ans, pourquoi ce musée est considéré comme exceptionnel? En quoi est-ce qu'il est si unique? Alors, en termes du bâtiment, si nous allons parler ici du bâtiment, puisqu'il y a le bâtiment d'une part et le musée d'autre part. Le bâtiment est exceptionnel parce qu'il a été conservé dans l'état dans lequel il était au XVIIIe siècle, ou presque, alors que la plupart des hôtels particuliers, ces grandes demeures urbaines de ville, ont été transformés, notamment au XIXe siècle. Très souvent, on a rajouté un étage, on a compartimenté les intérieurs, on a revu la décoration, etc. Ce n'est pas le cas de l'hôtel de Groesbeek de Croix, qui n'a quasiment pas été habité au XIXe siècle. Et donc, on n'a pas jugé utile de le transformer, de le moderniser, si bien qu'il est arrivé dans un état quasiment identique à celui du XVIIIe siècle au XXe, lorsque la ville l'a racheté. Donc c'est un édifice qui est resté dans son jus. C'est ce qui en fait quelque chose d'intéressant pour l'industrie du cinéma, puisque, donc, comme je le disais, depuis quelques mois maintenant, on se bouscule au musée. C'était le cas donc au début de l'été avec l'équipe du réalisateur français Jean-Marie Poirier, qui est venu tourner quelques scènes de son film Les Visiteurs 3, donc avec Jean Reno, Christian Clavier et Franck Dubosc. On va voir quelques images à l'écran, non pas du tournage en tant que tel, puisqu'on n'était pas autorisé à le filmer, mais on a des images des préparatifs du tournage. Qu'est-ce qui fait que le musée dit oui à ces tournages de films? Parce que oui, entre-temps, il y a eu aussi, j'ai oublié de le signaler, le film avec Christophe Lambert, qui est également producteur de ce film, La folle aventure de Max et Léon. Donc, qu'est-ce qui fait que le musée dit oui à tous ces tournages? C'est pour des raisons financières, parce que ça rapporte de l'argent, c'est pour une question de visibilité? C'est avant tout pour une question de visibilité, puisque jusqu'à présent, les tournages que l'on a accueillis n'ont pas été des tournages qui faisaient l'objet d'une location, puisque ça demande énormément de temps, puisque nous sommes un musée communal, de discussion, pour définir exactement quelle pourrait être la location. En ce sens que nous sommes une institution publique et donc nous collaborons avec des écoles, comme ça doit être le cas dans une institution publique, notamment avec l'IAD de Louvain-la-Neuve, qui est déjà venu tourner un court-métrage d'étudiants chez nous. Nous avons eu aussi des étudiants caméramans qui sont venus faire des reportages au musée. Et donc il faut faire attention de ne pas se fermer à tout ce public d'étudiants, évidemment, avec des prix qui bloqueraient tout le monde. Donc il faut être très attentif. On est un musée public, on n'est pas un musée privé, donc on doit rester un musée ouvert. Alors dans le cas de ces films, évidemment, l'attrait pour le musée que suscitent ces tournages, évidemment, est une grande opportunité pour nous, puisqu'effectivement, dès le début des travaux en 2013, nous avons mis en chantier au niveau de la culture, les travaux sur le bâtiment étant du domaine des bâtiments, au niveau de la culture, nous avons mis en chantier la rénovation, la renaissance du musée qui est abrité à l'intérieur de ce bâtiment. Et un constat, c'est fait immédiatement, et ce n'est pas seulement nous qui l'avons fait. La communauté française nous en avait déjà ailleurs fait le reproche également, c'est que ce musée n'était pas connu. Il n'était pas connu du grand public, il n'était pas connu même d'une grande partie des Namurois, même des gens qui habitaient la rue. Les écoles qui sont tout autour dans un périmètre de 200-300 mètres n'y venaient pas non plus, ni l'université, ni la haute école qui est juste en face de nous. Et donc il se posait vraiment un problème ici de communication. Pourquoi ne vient-on pas dans ce musée? Vous dites excusez-moi, je vous interromps. Vous dites que entre
enfin, que le lien entre le musée et le public s'est opéré grâce à ce film voilà. pour l'instant? Oui, c'est ça. Et donc, quand on a commencé à parler du film, les gens, évidemment, ont entendu parler du musée, les journalistes aussi d'ailleurs, et progressivement, on a vu un glissement de l'intérêt pour les films vers l'intérêt pour le musée, où on a posé des questions, mais qu'est-ce que c'est que ce musée? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Pourquoi est-il si exceptionnel? Et le public, à travers aussi tous les reportages qu'il y a eu, a été amené à s'y intéresser, à nous découvrir. Et c'est donc une opportunité qu'on n'avait pas prévue au départ. On n'avait pas calculé. On pensait évidemment avoir une politique de communication après l'ouverture du musée ou un petit peu avant. Et donc voilà, ça s'est fait un petit peu par hasard. Et la mayonnaise a pris et la mayonnaise continue de prendre. Et donc évidemment, bien que le musée soit fermé, on a aussi maintenant l'obligation d'avoir un peu un retour vers ce public. C'est pour ça qu'on a notamment été ouvert au Journée du patrimoine, qu'on sera présent à Antica au mois de novembre également, pour présenter au public des œuvres d'art en rapport avec le cinéma. Alors, effectivement, malgré la fermeture, l'équipe continue à travailler. Oui. On va parler du futur du musée dans un instant. Je voudrais revenir quand même sur ce chapitre tournage de film. Certains éléments des décors qui ont servi au tournage, notamment des visiteurs, sont conservés au musée. Vous comptez toujours en faire profiter à un moment donné, de manière ponctuelle, éventuellement, le public en réservant une pièce du bâtiment à ça? Alors, il y a deux types de décors. Je dirais, il y a les décors qui ont été amenés par le cinéma, puis il y a les décors du musée et les objets d'art du musée que on avait prêtés. Donc, aux dernières Journées du patrimoine, on a présenté une partie des décors intérieurs, je dis bien intérieurs, que les visiteurs avaient amenés, une série de fausses cloisons, notamment, qui compartimentaient les intérieurs existants. On a aussi remis les œuvres d'art qu'on avait prêtées dans la situation où elles étaient pour le film. On a gardé aussi quelques vestiges, on n'a pas tout gardé, c'était pas possible, des décors intérieurs, des visiteurs qui étaient très intéressants. On les présentera un jour, on ne sait pas encore comment. Est-ce qu'on va faire quelque chose au moment de la sortie du film? Est-ce qu'on va conserver de manière permanente, quelque part dans le musée, un souvenir de ce tournage? Ça dépendra un peu du succès du film aussi, hein. Je ne vous le cache pas, évidemment. Sinon, à quoi bon réserver une salle si c'est pour que personne ne vienne la voir? On va voir les choses, comment ça va se passer. Mais effectivement, on a eu l'opportunité, on a reçu en cadeau. Ils nous ont été donnés au musée directement d'une partie des décors des visiteurs. Alors, donc, cela fait 2 ans que le musée est fermé. Beaucoup de choses ont été refaites, notamment les toitures, l'électricité, le système de sécurité. Qu'est-ce qui reste à faire? Donc, on est en train d'achever... On va voir des images, je vous interromps une deuxième fois, parce qu'on va voir des images du musée, mais tel qu'on le découvre aujourd'hui. Donc, on a eu accès à quelques pièces, mais bon, forcément, qui ne sont pas mises en valeur. On y a stocké du matériel, donc voilà, les gens ne s'effraient pas. Ce n'est pas comme ça qu'ils vont retrouver le musée. Non, pas du tout. Il est déjà plus comme ça, il a déjà changé. Ah, ok. Donc, qu'est-ce qui reste à faire? Donc là, on est en train d'achever tous les travaux extérieurs. C'est-à-dire la construction du restaurant, la finition de la cour de service qui a été vitrée, qui va devenir une grande salle, qui fera la connexion avec la chapelle des Bateliers, qui sera l'entrée non seulement du musée des arts décoratifs, mais aussi du musée archéologique qui est juste à côté. On va terminer évidemment l'installation du chauffage avant l'hiver, et cette première phase de travaux sera terminée. Ensuite, on va aborder dans un deuxième temps toute la très longue phase de restauration des décors classés au patrimoine exceptionnel. Ça veut dire un décor, ça peut être un simple plafonnage. Tout est classé en fait tout dans est le classé, musée, du sol au plafond. Du sol au plafond, de la cave au grenier. Ah, oui. Et donc, il faut aborder ça avec beaucoup de prudence. Il va falloir réfléchir aussi en fonction de ce qu'on veut présenter plus tard. Donc, si on fait restaurer un décor en atelier, il faut que les boiseries qui l'entourent soient restaurées également et que la cohérence entre les deux existe toujours. Donc c'est un très très long travail qui va nécessiter la mise en place d'une commission de surveillance, d'accompagnement et toute une série de décisions. Donc le musée ne changera pas fondamentalement, il sera sans doute plus neuf, mieux éclairé qu'auparavant. Mais voilà, il y aura sans doute des petites modifications aussi à faire au niveau de toute une série de décors qui ne sont pas en soi exceptionnels, c'est-à-dire des choses qui ont été rajoutées dans les années 70, par exemple. Et comment arriver justement, quand on repense la conception, la scénographie d'un lieu comme celui-là, classé, comment est-ce qu'on arrive à concilier la préservation des lieux et les nouvelles technologies? Je pense que dans le type de musée que nous sommes, qu'est-ce que c'est comme musée? C'est un bâtiment historique
quasiment intact par rapport au XVIIIe siècle, qui a été encore enrichi de toute une série de décors authentiques, mais qui proviennent d'autres bâtiments, dans lequel il y a tout le mobilier et les objets décoratifs d'époque. Et donc, nous allons garder, je dirais, les avantages de l'ancienne présentation du musée, qui est de donner l'impression aux visiteurs de faire un bond dans le temps. Voilà, qu'il fait un bond dans le temps. D'être dans le réel. Voilà. Et donc, par rapport à ça, il faut aussi maintenant amener de la pédagogie, de la didactique dans le replacement des objets. Il faut réfléchir à la place de chaque objet pour créer un dialogue entre eux, dialogue de comparaison, de répétition, etc. Et puis, il faut apporter des nouveaux médias. Je pense qu'il faut être prudent dans l'apport de nouveaux médias parce que à quoi sert un nouveau média? C'est apporter quelque chose en plus. Par exemple, dans un musée archéologique, c'est très intéressant. Si on a des vestiges, le nouveau média peut amener une vision, une reconstitution à partir des vestiges. Nous avons les objets entiers. Donc, la reconstitution, c'est déjà le musée en lui-même. C'est ça. Donc, le nouveau média doit être, je pense, utilisé avec beaucoup de parcimonie et doit être placé dans des endroits qui ne vont pas nuire non plus à la cohérence de l'impression générale qu'on a dans le musée. Et je pense qu'il faut partir vers des choses discrètes, et aller juste à l'essentiel, ce qui permettra aux gens de pouvoir visiter le musée en ayant, je dirais, les informations de base, sans avoir recours à un guide ou voilà des choses comme Donc ça. en apparence, il n'y aura rien, mais genre j'ouvre un placard, il y aura peut-être un ordinateur dedans. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est un des meilleurs moyens de faire. Okay. C'est aussi de forcer peut-être les gens à aller chercher l'information et leur donner envie de faire ce qu'ils ne peuvent pas faire normalement dans un musée, c'est-à-dire ouvrir les portes, ouvrir les placards, ouvrir certains tiroirs, ouvrir l'une ou l'autre armoire. Je pense que c'est vers ça qu'on doit aller. Nous avons observé, juste avant la fermeture du musée, le comportement des gens et ils avaient envie de toucher, ils avaient envie d'ouvrir. Et donc, nous nous sommes dit, bien, justement, exploitons l'envie du public, parce que je pense qu'il faut partir du public et non pas des scientifiques pour comprendre les choses. Il faut les regarder, il faut répondre à ce qu'ils ont envie, eux. Voilà. D'accord. Fabrice, on va déjà devoir clôturer ici. Oui. Réouverture toujours prévue en 2016, début 2017. Non, je pense qu'il il faudra plutôt calculer 2017, voire peut-être un peu plus tard. Les travaux étaient prévus pour 4 ans en 2013, donc ça devait être fini pour 2017. Il n'y a pas de retard jusqu'ici dans les travaux, mais voilà, il y a une grande phase qui arrive et on verra. Et le nom du musée, je sais qu'il y avait une petite tension avec les amis le nom du musée, de l'hôtel Groesbeek de Croix qui n'aimait pas trop. Il y a eu une incompréhension. Il n'y a pas de changement de nom. On retourne au nom historique du bâtiment, hôtel de Groesbeek de Croix, et on ajoute pour une meilleure visibilité musée des arts décoratifs de Namur. Merci pour cette mise au point. Je vous en prie. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous d'avoir été fidèle à ce rendez-vous. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt.